bienvenue dans la série numéro 23. Alors vous allez voir, j'ai une petite surprise à vous annoncer. Je pense que ça vous fera plaisir parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé. Donc je l'ai mis en place, je vous annoncerai la surprise un peu plus tard dans la vidéo. Je vous souhaite un bon entraînement et puis n'oubliez pas, vous notez papier, crayon et vous notez vos erreurs. C'est parti pour la question numéro 1. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Alors, il faut savoir que le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez aperçu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir. Il est en moyenne d'1 seconde. Donc ça, c'était bien la réponse A. Ensuite, l'intervalle qu'on doit laisser entre deux véhicules, lui, sera plus important. C'est-à-dire qu'on va, on va laisser une deuxième seconde de sécurité. Donc, il faut toujours laisser au moins 2 secondes entre deux véhicules. Donc, c'était réponse A et D. Question 2. Si je commets un excès de vitesse de 20 km/h, je risque un retrait de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Alors, si je commets un excès de vitesse de 20 km/h, eh bien, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour vous. Ça commence par un 2, donc ça sera 2 points. Donc, plus de 20 km/h, ça sera 2 points. D'accord? Donc, réponse B. Question 3. Les voitures peuvent arriver de droite, oui, réponse A, non, réponse B, gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si on revient en arrière dans la vidéo, on peut voir que il y avait un panneau qui nous annonce donc une priorité à droite, que vous voyez ici. Et ensuite, on avance encore un petit peu. Et là, vous aurez le panneau qui vous annonce que c'est interdit de tourner à droite. Et un peu plus loin, on arrive en fin de vidéo. Et donc, en fin de vidéo, vous avez vu ici, il y a un panneau sens unique sur la gauche. Et là, il y a un panneau sens interdit sur la droite. D'accord ? Donc, si j'ai un sens interdit, ça veut dire que moi, je ne peux pas y aller, mais que forcément, il va y avoir des voitures qui vont arriver de ce côté-là. Ici, si j'ai un sens unique, ça veut dire que la route, elle est que dans ce sens de circulation. Donc, moi, je peux y rentrer dedans, mais personne n'arrivera dans l'autre sens. D'accord ? Donc là, les voitures, est-ce qu'elles peuvent arriver de droite? Oui. Moi, je peux pas y aller, mais les voitures arrivent forcément de droite. Est-ce qu'elles peuvent arriver de gauche? Non, parce que c'est un sens unique. Donc moi, je peux y rentrer, mais personne ne circulera dans l'autre sens. Donc c'était réponse A et D. Question 4. Je roule déjà à 30 km/h. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors 30 km/h, ça peut nous sembler lent. Mais dans certaines situations, ça peut aller très très vite, trop vite par rapport au contexte. Alors ici, vous voyez, il y a de la neige avec un sol qui est quand même vraiment glissant parce qu'il y a de la neige au sol. Donc là, je risque très vite de faire des glissades
et donc de perdre la maîtrise de mon véhicule et de rallonger mes distances de freinage, d'accord? Et en plus de ça, vous avez vu, il y a une portière ouverte avec un enfant qui est ici. Est-ce qu'il va sortir? On ne sait pas. Donc là, c'est un danger immédiat. Donc il y a un fort risque d'accident en fait. Donc je vais ralentir au cas où il descend du véhicule et pour éviter une glissade. Donc c'était réponse A. Question 5. Pour parcourir les derniers kilomètres malgré la fatigue, je ferais mieux d'ouvrir la fenêtre, réponse A, de rouler plus rapidement, réponse B, de faire une pause, réponse C, de monter le son de la radio, réponse D. Quand on est fatigué, la seule chose qui est efficace, c'est de faire une pause. Il est conseillé d'ailleurs de faire une pause au moins toutes les 2 heures pendant 15 minutes. Donc c'était réponse C. Le reste n'est pas efficace. Question 6. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A, non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées, oui, réponse C, non, réponse D. Une voiture, c'est comme un four en été, ça peut monter très très vite en température. Il suffit de 10 minutes pour que ça atteigne 60 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc un enfant que vous laissez dans une voiture ou même un animal, même avec des vitres teintées, ou même légèrement entrouvertes, ça suffira pour qu'il soit déshydraté. Et là, il risque de perdre connaissance et puis même de décéder après avec un arrêt cardiaque. Je pense que tous les étés, on en entend parler, mais c'est important quand même de le savoir, ça. Donc c'était réponse A et C, parce que dans les 2 cas de figure, la température, elle augmente vraiment très vite. Question 7. Durant le remplissage du réservoir, le moteur doit être arrêté. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'utilisation du téléphone est interdite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, oui, il faut absolument arrêter le moteur, c'est pour des raisons de sécurité. On ne doit pas fumer, on ne doit pas téléphoner et on ne doit pas avoir le moteur qui est allumé pour éviter tout risque d'explosion ou de carburant qui s'enflamme. Donc c'était réponse A et C, moteur arrêté, téléphone interdit. Donc A et C. Question 8. La position nuit du rétroviseur intérieur peut s'activer manuellement. Réponse A. Automatiquement. Réponse B. Il permet de réduire le risque d'éblouissement venant de l'avant. Réponse C. De l'arrière. Réponse D. Alors la position nuit sur les rétros intérieurs, en fait, ça va dépendre de votre voiture. Si vous avez une voiture haut de gamme ou pas, ou une voiture récente ou pas. Là, sur les vieilles voitures, là c'est sûr, c'est manuel. Sur les voitures récentes, ça va dépendre de la catégorie de votre voiture, mais ça peut être automatique. Alors sur les voitures manuelles, vous avez vu, vous avez la petite languette ici à bouger, à incliner, et puis ça évitera que les phares se renvoient dans vos yeux. Et sur automatiquement, ça détecte la luminosité à l'arrière, et puis ça fonce un petit peu votre rétroviseur intérieur. Donc les deux étaient possibles, réponse A et réponse B. Ensuite, ça permet, l'intérêt, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça permet de réduire, vous voyez les phares qui sont à l'arrière, quand ça se renvoie dans le rétroviseur, ça se renvoie en plein dans vos yeux, et là c'est comme si vous preniez les phares en plein dans vos yeux. Pourtant le véhicule est derrière, mais vous êtes ébloui comme s'il était devant.
Donc ça permet justement de réduire le risque d'éblouissement de l'arrière. Donc c'était réponse A, B et D. Question 9. À 50 km/h, la distance d'arrêt sur sol sec est d'environ 15 mètres, réponse A, 20 mètres, réponse B, 25 mètres, réponse C. Donc là, on nous demande la distance d'arrêt sur sol sec. Donc pour calculer la distance d'arrêt sur sol sec, il y a un calcul qui est très facile à faire. Donc là, vous voyez, on est à 50 km/h. Quand on est à 50 km/h, on prend le chiffre des dizaines, toujours le premier chiffre. Si on était à 110 km/h, on prendrait les deux premiers chiffres, d'accord? Bon là, à 50 km/h, on prend le chiffre des dizaines, donc celui-ci, hein, et on le multiplie par lui-même. Donc je le reprends et je le remultiplie par lui-même. Donc ça fait 5 fois 5. Hein. Donc 5 fois 5, ça fait 25 mètres. Donc j'ai besoin de 25 mètres pour pouvoir m'arrêter. La distance d'arrêt, je vous rappelle, hein, c'est la distance qu'on parcourt pendant le temps de réaction, plus additionner la distance qu'on parcourt pendant le freinage. Donc 5 fois 5, 25 mètres. Donc c'était réponse C. En période probatoire, je peux circuler à 110 km/h, oui, réponse A, non, réponse B, à 130 km/h, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, la question est de savoir où est-ce qu'on se trouve sur ce type de route. Est-ce que je suis sur l'autoroute? Parce que c'est vrai que ça peut ressembler à l'autoroute, hein, puisqu'on a un rail de sécurité qui nous sépare avec ceux d'en face, on a plusieurs voies. Ben, il y a plein d'indices qui nous disent que non, en fait, on n'est pas sur l'autoroute. Déjà, vous avez ce panneau-là. Le panneau route prioritaire, vous ne l'aurez pas sur l'autoroute, parce que automatiquement, si vous êtes sur une autoroute, c'est que vous êtes sur une route prioritaire. Ensuite, les panneaux qui sont ici, là, eh bien, normalement, là, vous avez vu, vous avez le panneau qui vous dit, et vous pouvez zoomer au fait. C'est une nouveauté qu'il y a sur YouTube. Si vous voyez pas bien, par exemple, ce dessin-là, vous prenez sur vos téléphones, hein, vous pincez comme pour agrandir une photo, comme vous faites sur vos téléphones habituellement, et vous allez voir, vous pouvez zoomer et regarder plus précisément ce qu'il y a sur la diapo. Ça, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à le faire si besoin. Donc, je reprends ce que je disais. Ici, là, vous avez le symbole qui vous dit entrée d'autoroute, d'accord? Donc, ça sera pour rejoindre l'autoroute A26. D'ailleurs, il n'y a même pas de direction notée pour l'instant. Donc, là, on n'est pas sur l'autoroute. Et celui-ci aussi, là, ce panneau-là, il n'est pas bleu, d'accord? Donc, s'il n'est pas bleu, c'est qu'on n'est pas sur l'autoroute non plus. Hein, les panneaux doivent être bleus ici. Donc là, tout ça, ça nous dit qu'on n'est pas sur l'autoroute. Donc, on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, qui est ici. Donc, quand on est sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central, je vous rappelle la limitation de vitesse, elle est de 110 km/h pour n'importe quel conducteur, d'accord? Elle est de 110 km/h. Vous êtes jeune conducteur, donc quand c'est jeune conducteur, votre vitesse, elle redescend à 100 km/h. Ça, c'est pour les jeunes conducteurs, pour les A. Donc, en période probatoire, est-ce que je peux circuler à 110 km/h? Non, je suis limitée à 100. Donc, en fait, c'est non pour les deux. Réponse B et D. Question 11. Je veux tourner à gauche à cette intersection. Je peux m'engager sans attendre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, là ici, on voit qu'il y a une route principale. La route principale, c'est celle-ci. D'accord? Donc, moi, si je veux tourner à gauche, comme c'est indiqué ici, je vais devoir couper l'axe principal. C'est-à-dire que je serai ici,
et je vais traverser l'axe principal pour tourner. Qui est-ce qui circule déjà sur l'axe principal? Je vois ici une trottinette, d'accord? C'est un usager de la route comme un autre. Je dois donc le laisser passer. Donc en fait, il arrive en face quasiment de moi. Je dois traverser sa voie avant de tourner à gauche. Donc lui est prioritaire. Donc est-ce que je peux m'engager sans attendre? Non, je dois laisser d'abord passer cet usager de la route avant de moi pouvoir tourner. Et évidemment, je vérifierai s'il y a encore personne en face non plus, si personne d'autre arrive. Mais je dois attendre. Donc réponse B. Question 12. Les documents à présenter lors d'un contrôle routier pendant une leçon de conduite sont le livret d'apprentissage de l'élève, réponse A, la demande de permis de conduire de l'élève, réponse B, le diplôme professionnel de l'enseignant, réponse C, l'autorisation d'enseigner de l'enseignant, réponse D. Que ce soit pendant son examen pratique ou pendant un contrôle routier, l'élève au permis de conduire, il doit pouvoir présenter son NEPH, donc son numéro d'enregistrement en fait. C'est comme ça que ça s'appelle, le NEPH, c'est numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé. C'est le numéro d'identification de l'élève qui est donné par les préfectures au moment où vous inscrivez pour le passage du permis de conduire. L'élève doit aussi présenter son livret d'apprentissage. Donc ça peut être soit sur papier, soit dématérialisé maintenant sur informatique. Ou alors, il doit aussi présenter une pièce d'identité valide. Si vous passez l'examen, il doit y avoir aussi la convocation de l'examen pratique et puis le document qui fait demande de permis de conduire. Ça s'appelle le CERFA. D'accord? Ensuite, concernant l'enseignant, il doit présenter son permis de conduire et aussi son autorisation d'enseigner. Donc c'était réponse A, B et D. Question 13. La zone de danger principale est en A, réponse A, en B, réponse B, en C, réponse C. Faites attention, là on nous demande la zone principale de danger, d'accord? Donc on doit déterminer là sur les trois, parce que les trois sont un danger, sur les trois, quel danger est le plus important? Alors, certes, celui de derrière nous colle un peu en fesses, mais si on agit correctement vers l'avant, on va pouvoir anticiper ce qui se passe à l'arrière. Le feu est vert, peut-être depuis un certain temps, il risque de passer orange, mais il est encore assez loin. Par contre, il y a quelque chose, c'est un usager qui est fragile là devant, donc c'est un piéton, donc c'est un usager fragile par rapport à nous. Il est sur la chaussée, il est proche de notre véhicule et il ne nous regarde pas, il est en mouvement et il a l'air en plus de ça de vouloir ouvrir sa portière, donc de prendre encore plus de largeur, parce que quand il va ouvrir sa portière, lui va reculer un petit peu certainement en même temps. Et là, c'est un danger imminent, immédiat. Donc le danger, la zone de danger principale, ici, elle se trouve en C. Question 14. Pour réduire la consommation de carburant, je lâche l'accélérateur maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, je suis déjà, moi, à 50 km/h, d'accord? Et là, j'ai deux panneaux de danger. Un qui m'annonce une succession de virages dont le premier sera à gauche, et un autre qui m'annonce une priorité à droite. Vous voyez qu'on est en agglomération, puisqu'il y a des maisons. Donc, si je suis en agglomération, les panneaux sont mis par rapport au danger et à l'intersection 50 mètres avant environ. Quand on lâche l'accélérateur, la voiture, elle va perdre très lentement, très progressivement son allure. Donc c'est tellement progressif que même à 50 km/h, si je lâche 50 mètres avant mon allure, je vais arriver, je sais pas, à peu près à 30 km/h au niveau de l'intersection.
qui semble être pas trop mal. Donc c'est intéressant de lâcher maintenant son accélérateur parce que comme ça on participe à l'éco-conduite. On va consommer moins de carburant, donc ça sera intéressant pour vous parce que ça va vous coûter moins cher. Surtout en ce moment avec le prix du carburant au niveau des stations essence, je pense que vous allez être très intéressé pour pouvoir consommer le moins possible. Donc c'est intéressant de lâcher l'accélérateur maintenant pour pouvoir consommer là le moins possible et en plus de ça, vous allez polluer moins aussi. Alors pourquoi? Parce qu'en plus de ça, pourquoi vous allez consommer moins et donc polluer moins? C'est que quand vous allez lâcher l'accélérateur, il existe la coupure d'alimentation en poussée, c'est-à-dire sur les nouveaux véhicules, hein, c'est-à-dire que vous allez consommer 0 litre sur toute cette distance-là. Vous n'utilisez pas le carburant pour faire avancer la voiture, mais vous utilisez l'inertie, l'élan de la voiture pour arriver jusqu'à l'intersection. Et vous consommez 0 litre au 100. C'est pas comme si vous laissiez votre moteur allumé. Là, vous avez besoin d'énergie pour faire tourner votre moteur. Là, quand vous roulez, l'énergie qui est utilisée pour faire tourner votre moteur, c'est l'énergie des roues qui va entraîner un petit peu le mécanisme du moteur et qui va maintenir le moteur allumé. Mais du coup, il n'y a pas besoin de carburant pour que ça fonctionne. Donc ça s'appelle la coupure d'alimentation en poussée. C'est un petit peu scientifique, mais ça peut intéresser ceux qui sont curieux ou qui veulent en savoir un petit peu plus au niveau mécanique. Donc, je répète, quand je lâche l'accélérateur en voiture, ma voiture maintenant consomme 0 litre au 100. Donc plus vous lâchez l'accélérateur, plus ça sera intéressant. Donc n'hésitez pas à le faire. Du coup, là c'est la réponse A. Question 15. Je m'arrête. Oui, réponse A. Ou je passe avec prudence. Réponse B. Ici, on est dans une zone de travaux. Alors, ce panneau-là nous annonce que, en fait, il va y avoir des travaux aussi à 6 km et que les 3,5 tonnes seront interdits. N'hésitez pas à zoomer, hein, si vous êtes sur votre téléphone. Maintenant, on peut voir super bien en zoomant. Donc, c'est interdit à 6 km pour les 3,5 tonnes. Donc, finalement, ce panneau-là avec la déviation ne nous concerne pas vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Que là, il y a des travaux aussi ici tout de suite. Et que il y a, malgré le feu, hein, et le feu est orange aussi ici au loin, mais peu importe, on n'a pas à le prendre en compte. Ce qu'on doit prendre en compte, c'est l'agent qui s'occupe de la circulation pendant les travaux. C'est lui qui va primer. Et là, il nous montre le panneau vert. Donc s'il nous montre le panneau vert, ça veut dire que je peux, moi, m'engager. D'accord? Évidemment, je vais m'engager avec prudence parce qu'il y aura des ouvriers sur la route, il y aura des agents dans leurs véhicules qui vont peut-être bouger les véhicules. Et puis peut-être qu'il y aura des trous, des petits rebords. Bon là je sais, hein, j'ai circulé il y a pas longtemps ici, puisque c'est moi qui ai fait la photo. Je peux vous dire qu'il y aura un petit rebord. En fait là la route elle est creusée et puis après il y a un petit rebord à remonter là-bas, un peu plus loin. Donc ça fait une sacrée bosse et c'est pas bon ni pour les pneus, ni pour les suspensions, ni pour la direction. Donc pour toutes ces raisons-là, je passe avec prudence. Du coup, c'est réponse B. Question 16. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité sur la clavicule, réponse A, sur le cou, réponse B. Alors, optimal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pour que ce soit le mieux possible. Donc, pour la meilleure des efficacités, qu'est-ce que je dois choisir? Eh ben, la ceinture de sécurité, elle doit toujours arriver au niveau de la clavicule ici. Donc, là, dans cette zone-là. Elle doit surtout pas, la ceinture, arriver au niveau du cou. C'est trop dangereux, d'accord? Donc, elle doit être bien plaquée au niveau du bassin, et puis bien remonter le long de la clavicule pour éviter de détériorer les organes au moment d'un accident. Et elle ne doit pas être vrillée non plus, hein. Faites attention parce que des fois vous avez des questions, savoir si la ceinture est bien mise. Regardez bien si elle est vrillée aussi, c'est un élément important. Donc là c'était réponse A. Question 17. À 110 km/h, la distance de sécurité est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B.
on sait que la distance de sécurité, ça correspond à 2 secondes d'intervalle entre deux véhicules. On l'a vu tout à l'heure. Donc, 2 secondes d'intervalle, comment on va le calculer? Alors, cette fois-ci, vous avez vu, on est à 110 km/h. Donc, 110 km/h, on reprend toujours le premier ou les deux premiers chiffres du début, d'accord? Et pour la distance de sécurité, on va calculer, on sait que c'est 2 secondes. Donc, on va déjà calculer combien on parcourt en 1 seconde. Je vais vous le simplifier là. Combien on parcourt en 1 seconde? En 1 seconde, il faut qu'on fasse x3. Donc, si on fait 110 x 3, ça va nous faire 33 mètres. D'accord? 110 x 3, ça fait 33 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on fait en 1 seconde. Et on a dit que c'était 2 secondes. On l'a vu dans une des questions d'avant. On sait que nous, on doit calculer ça pour 2 secondes. Parce que ça, 2 secondes, ce sont les distances de sécurité. Donc, on va reprendre 33 mètres. Et on va le multiplier, parce que ça c'était en 1 seconde, 33 mètres. Donc on va reprendre 33 mètres et on va le multiplier par 2, d'accord? Et donc on arrive ici à 66 mètres. Ok? Donc le moyen beaucoup plus rapide, ça c'était pour vous expliquer, le moyen beaucoup plus rapide, ça serait de faire 110, c'est pour une distance de sécurité, donc 110 vous reprenez les dizaines, et vous le multipliez par 6, parce que on multiplie une fois par 3, puis après une fois par 2. Donc, à apprendre par cœur, vous savez que pour les 2 secondes d'intervalle, il faut multiplier par 6, ok? Donc, par 6, ça fait de nouveau 66 mètres. Alors, est-ce qu'on a 66 mètres d'intervalle entre moi et lui? Alors, il faut savoir que sur l'autoroute, parce qu'on a les panneaux bleus qui sont ici, et ici on est sur l'autoroute, une ligne de rive. Donc la ligne de rive, c'est ça, c'est la grande bande blanche qui est ici. Elle n'est pas complète, mais quand elle est complète, elle est censée faire ici 39 mètres. Et puis ici, là, cet intervalle qu'il y a ici, ça fait 13 mètres. Donc quand on additionne les deux, là, les deux au total, ça fait 52 mètres. Alors, est-ce que, du coup, on a nos distances de sécurité qui sont au minimum de 66 mètres? Ben non, pas du tout, parce que là, on n'a même pas nos 39 mètres, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas complète. Donc, on n'a même pas les 52 mètres, entre les deux. Donc, on est trop près. Donc, la distance de sécurité est insuffisante. Donc, est-ce qu'elle est suffisante? Non. Réponse B. Question 18. Pour faciliter le croisement sur cette route étroite, je dois m'arrêter le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, on nous dit que c'est un croisement qui est difficile parce qu'on est sur une route étroite. Donc quand c'est un croisement difficile, là on parle pas de montée ou de descente, là on n'est ni dans une montée ni dans une descente. Donc quand c'est un croisement qui est difficile, ce sont les véhicules de plus de 2 mètres de large, là, plus de 2 mètres, ok? Ou alors en longueur qui font plus de 7 mètres de long. Eh bien, ceux qui font plus de 2 mètres ou plus de 7 mètres, eh bien, ils doivent réduire leur vitesse et puis, si besoin, se serrer et même s'arrêter. Bon, d'accord, dans la réalité, on les a jamais vus faire ça, ou très rarement, mais c'est comme ça. Donc, en fait, les gros véhicules sont censés laisser passer les voitures, en résumé. Donc, un poids lourd est censé laisser passer une voiture. Attention, il y a une exception. Ça s'applique pas dans tous les cas. Tous les transports en commun qui sont en ville, en agglomération en fait, Par contre, ceux-là, on doit les laisser passer. On doit leur faciliter le passage. Parce qu'ils travaillent pour le bien public, pour le service à la personne, pour déplacer les personnes. Donc, quand ils sont en agglomération, les transports en commun, on doit leur faciliter le passage. C'est la seule situation. D'accord? Donc ici, on est sur une route étroite. Donc les véhicules à gros gabarit doivent nous faciliter le passage. Donc c'était réponse B, je ne m'arrête pas le premier. Question 19. Conduire avec des vitres sales est gênant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Fatigue la vue? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Et oui, quand c'est sale, on voit moins bien. Donc notre œil, il fait plus d'efforts pour essayer de détecter les choses. Donc comme il fait plus d'efforts, il va aussi fatiguer aussi. Donc là, bah, c'était réponse A et C. Question 20. Cette molette permet de régler la hauteur des feux en fonction du chargement du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on aperçoit des grilles de ventilation, hein. On peut diriger vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite. Quand vous avez une petite molette qui est juste à côté des grilles de ventilation, c'est que c'est la molette qui est faite pour la ventilation. Donc vous voyez par exemple là elle est à 0, ça veut dire que là il n'y a pas d'air qui sort de cette grille de ventilation. Ok, mais vous pouvez mettre une force plus ou moins importante. Donc ne pas confondre avec cette molette là qui est là faite pour la hauteur des feux. D'accord, en fonction du chargement du véhicule. Donc là, c'était réponse B. Question 21. Pour emprunter la sortie, je commence à freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, à quoi ça sert une voie de décélération? Parce que là, c'est ce qui se passe. Hein, on est sur l'autoroute, là, les panneaux sont bleus avec la cartouche qui est rouge. Et donc, là, on est sur l'autoroute, on a une voie de décélération. Le but de la voie de décélération, c'est que on passe de 130 km/h au virage, hein, souvent c'est 50 ou 70 km/h qu'on nous demande au bout de la voie de décélération. On passe par exemple de 130 km/h à 50 sur une distance qui est assez réduite, mais le but c'est de le faire au maximum dedans, de manière à ne pas gêner ceux qui sont derrière. Pourquoi? Parce que si on freine, ça va faire freiner encore un peu plus fort celui qui est derrière, encore un peu plus fort, parce qu'avec le temps de réaction, celui qui est encore derrière, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à des accidents. C'est quand il y a un petit freinage vers l'avant, ça se répercute encore de façon plus importante vers l'arrière, et le freinage, il doit être encore plus brutal à l'arrière. Donc c'est pour éviter toutes les différences de vitesse qu'on a créé les voies de décélération. Donc si vous freinez maintenant, vous devenez dangereux, d'autant plus qu'en plus, mais même s'il y avait personne derrière, là il y a du monde qui vous suit d'assez proche derrière. Donc on ne freine pas maintenant. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ralentit pas avant. On peut décélérer gentiment avant, c'est-à-dire lâcher l'accélérateur de manière à ce que progressivement j'arrive à peu près à l'allure qui est demandée à l'entrée de la voie de décélération. Mais j'attends d'avoir les 4 roues dedans pour commencer à freiner. Évidemment, sauf s'il y a un bouchon vers l'avant, un accident, ou vous avez une voie exceptionnellement très très courte. Mais sinon, dans une situation globale générale, on freine une fois qu'on a les 4 roues dedans. Donc, est-ce que je commence à freiner? Non, réponse B. Question 22. Je passe en cédant le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, on a un cédé le passage qui est mis sur le poteau. Mais quand c'est un cédé de passage avec un feu, en fait, le cédé de passage, il n'est mis que si le feu ne fonctionne plus, d'accord? Si les feux ne fonctionnent plus au niveau de l'intersection, je devrais dans ce cas-là regarder ma signalisation et respecter la signalisation qui est ici. Mais là, comme le feu fonctionne, je n'ai pas à me préoccuper du panneau cédé de passage, je l'oublie complètement et je respecte ce que me dit les feux. Et là, j'ai un feu rouge, donc je m'arrête obligatoirement. Donc, est-ce que je passe en cédé de passage? Non, réponse B. Question 23. Utiliser le frein moteur signifie rétrograder, réponse A, freiner par intermittence, réponse B, utiliser le frein à main, réponse C, mettre au point mort, réponse D.
Alors, qu'est-ce que c'est que utiliser le frein moteur? Eh bien, c'est en fait lâcher l'accélérateur. Quand vous lâchez l'accélérateur, le moteur va ralentir, il va tourner moins vite, donc il va faire ralentir vos roues. Si besoin, au bout d'un moment, si vous êtes en cinquième dans une grosse descente, la cinquième, elle va pas ralentir suffisamment. Donc, il ne faudra pas hésiter à rétrograder pour ensuite lâcher l'accélérateur et utiliser votre frein moteur. Plus vous allez rétrograder, plus votre frein moteur sera important. Donc, en fait, utiliser le frein moteur signifie qu'il faut rétrograder. Freiner par intermittence, ça, ce sont les freins, les plaquettes au niveau des roues. Donc, c'est pas le freinage du moteur. C'est un frein, c'est mécanique. Enfin, c'est un frein que vous activez avec votre pied. Le frein à main, c'est pareil, c'est un câble que vous allez tendre, donc c'est pas au niveau du moteur. Et mettre au point mort, alors là, ça sera la pire des choses à faire, parce que là, c'est comme si vous décrochiez le moteur de vos roues. Et là, le moteur, il ne fait plus ralentir du tout votre voiture, et vous allez prendre de la vitesse. C'est comme si vous étiez en vélo, vous prenez une descente, et le vélo va prendre automatiquement de plus en plus de vitesse. Ça sera pareil avec votre voiture. Donc c'est rétrograder, réponse A. Question 24. Je passe le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on voit que on est sur un endroit qui est pas très large. On nous donne un panneau qui nous dit que nous sommes prioritaires au niveau de ce panneau-là, d'accord? Parce qu'on a la flèche qui est blanche. Donc, notre sens de circulation, il est blanc, le panneau est carré, donc nous sommes prioritaires. En face, on voit des pompiers. Alors, est-ce qu'on laisse passer les pompiers ou pas? On laisse passer les pompiers que s'ils sont en intervention. Là, on voit ni de gyrophare et on n'entend pas non plus la sirène. Donc, il n'y a aucun indice qui nous dit qu'ils sont prioritaires. C'est un véhicule comme un autre qui circule, peut-être qui rentre tranquillement à la caserne. On ne sait pas, d'accord? Donc là, il n'est pas prioritaire parce qu'il n'est pas en intervention. Donc, du coup, je respecte ce panneau-là et je passe le premier. Donc, c'était oui, réponse A. Question 25. Le véhicule devant moi s'est arrêté. Je le dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il s'est arrêté, il y a peut-être une raison à ça. Et si on observe bien, vous voyez ici que ici il y a un passage piéton. Donc on peut peut-être supposer qu'il s'est arrêté parce qu'il y a un piéton qui a l'intention de traverser. Le problème du poids lourd là, c'est qu'il nous cache toute la visibilité. On ne peut pas anticiper ce qui se passe devant lui. Donc est-ce que je le dépasse? Non. À cause du passage piéton et du manque de visibilité, les conditions sont pas réunies pour le dépasser. Il y a un fort risque que moi, après, j'écrase le piéton qui va déboucher de derrière le poids lourd. Donc, c'est réponse B. Question 26. Le chargement est correct dans les cas A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Quand on fixe des vélos à l'arrière, ou quoi que ce soit, hein, on doit, et ça c'est obligatoire, toujours voir la plaque d'immatriculation. Alors ici on la voit, à part que j'ai caché l'immatriculation, hein, mais il y a une plaque d'immatriculation, il y en a une ici, et il y en a une ici, donc là c'est bon. Mais aussi, on doit voir les feux et les catadiopes, c'est des dispositifs réfléchissants. Là, on voit pas ici, mais vous avez vu, a été rajouté justement une petite plaque juste au niveau des vélos, de manière à ce qu'on puisse voir l'ensemble au loin. Donc là, on voit les feux. Ici aussi, on voit les feux sur la remorque. Et là, par contre, donc on est un peu dans le même système. Par contre, il n'a pas été rajouté un dispositif de manière à ce qu'on puisse voir l'ensemble, hein, la plaque d'immatriculation et les feux. Et comme on voit pas les feux, ici, c'est pas bon. Et là, n'oubliez pas, hein, on nous demande les cas, hein, dans les cas. Donc, pour l'instant, les deux sont bons.
Et comme on nous demande les cas, à mon avis, ça sera ces deux-là. On peut aussi se poser la question au niveau de la hauteur. Parce que, par exemple, là, j'ai des vélos qui sont en hauteur. Alors, il faut savoir que il n'y a aucune limitation qui a été imposée concernant la hauteur du chargement. Ça n'existe pas dans le code de la route, il n'y en a pas. Par contre, il y a une réglementation au niveau de la largeur. Je vais vous la noter si vous voulez. On ne doit pas dépasser 2,55 m au niveau de la largeur du chargement, même si c'est sur le toit. D'accord? Bon, là, on n'y est pas du tout. Un vélo, ça fait pas 2,55 m, bien moins de ça. Donc, ce qui est correct, c'est le A et le B. Question 27. En sortant de ma voiture, mon passager avant doit ouvrir sa portière de préférence avec la main gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est mon passager. Oui, il faut... En fait, l'astuce, c'est que, comme ça, que soyez conducteur ou passager, vous ne vous plantez pas. Il faut toujours utiliser la main qui se trouve au centre de la voiture, proche du frein à main, finalement. Comme ça, vous utilisez toujours la bonne main pour ouvrir la portière. Donc, en fait, c'est celle qui est le plus loin de la portière. Comme ça vous oblige à vous retourner un petit peu pour pouvoir ouvrir la portière. Et quand vous vous retournez un petit peu, ça vous permettra d'avoir beaucoup plus de visibilité sur le côté, d'accord? De manière à pouvoir voir les angles morts dans votre rétro et l'angle mort. Donc, on utilise toujours la main qui est la plus éloignée de la portière. Ce qui fait que là, mon passager, lui, pour ouvrir la portière, il doit utiliser la main gauche. Donc, c'était réponse A. Question 28. En général, il est possible d'emporter son vélo dans un tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, en général, on doit pouvoir emporter, en effet, son vélo dans un tramway. Dans certaines villes, ce n'est pas possible, mais c'est parce que dans ce cas-là, ils ont aménagé un super réseau pour les cyclistes en dehors de ça. Donc c'est la condition pour pouvoir refuser les vélos dans les tramways, c'est qu'il y a tout un aménagement qui a été fait à côté. Donc en général, c'est la réponse A. Question 29. Il y a un danger potentiel en A, oui, réponse A, non, réponse B. En B, oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, on est au niveau du passage piéton et on n'a aucune visibilité, que ce soit à droite ou à gauche, on ne voit rien. Et si on revient en arrière, vous allez voir que le problème est le même. On ne voit rien non plus à gauche et à droite. Donc je reviens un peu en arrière et vous allez voir que, vous voyez ici, on voit rien sur les côtés, on voit toujours rien, on voit toujours rien. On n'est pas du tout capable d'anticiper pour savoir s'il y a quelqu'un qui va arriver sur les côtés. D'accord? Donc le danger potentiel, il est sur les deux côtés. Donc en A et en B. Réponse A et C. Question 30. Le contrôle automatique de la pression des pneus m'informe d'une anomalie de pression. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'évite de contrôler l'état des pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le contrôle automatique de pression, en effet, ça m'informe bien d'une anomalie. Alors une anomalie, ça veut dire que c'est pas normal, d'accord? Donc que la pression, elle est pas normale.
Donc ça m'informe bien d'une anomalie de pression. Donc ça, c'était réponse A. Est-ce que ça m'évite de contrôler l'état des pneus? Eh bien non, parce que il faut quand même s'assurer que le système de détection fonctionne bien. En plus de ça, ça ne détecte pas non plus la pression de pneus de secours, donc là, il faut le contrôler régulièrement. Et puis l'état, c'est aussi vérifier si il n'y a pas de déchirure sur le pneu, ou une hernie, ou une usure anormale, vous savez, plus d'un côté qu'un autre à cause d'un défaut de parallélisme. Donc tout ça, ça ne m'informe pas du tout de toutes ces choses-là. Donc là, c'était réponse A et D. Question 31. Je tourne à droite. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. À une intersection, en règle générale, donc là vous avez vu, vous avez le feu vert. Et en règle générale, quand vous avez le feu vert, quand vous allez tourner à droite ou à gauche, les piétons seront aussi au vert. Donc à chaque fois avant de tourner, il faudra vérifier si, évidemment le pictogramme s'il est vert, et s'il est vert, s'il n'y a pas de piéton non plus qui traverse d'un côté ou de l'autre. Donc ici, là, il y a un piéton, donc je dois le laisser passer. Donc est-ce que je passe? Non, réponse B. Question 32. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que là, c'est la ligne de rive, donc là, c'est l'accotement. Et on peut voir que sur l'accotement, il y a un camion qui est arrêté. On ne sait pas pour quelle raison, mais il est arrêté. Et là, il existe le corridor de sécurité. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos précédentes. Quand il y a un corridor de sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, si on le peut, et quand on le peut, on doit le faire, on doit s'écarter. Ok? Ici, est-ce que je peux m'écarter? C'est pour laisser plus de sécurité. Est-ce que je peux m'écarter? Bah oui, le véhicule est assez loin derrière. Je n'ai pas de véhicule non plus sur le côté. Donc rien ne m'empêche de m'écarter, parce qu'en plus de ça, je suis en sens unique. Je suis séparé par un terre-plein central. Donc je m'écarte. Donc est-ce que je change de voie? Oui. Réponse A. Question 33. En général, le niveau de vigilance est meilleur entre midi et 15 heures. Réponse A. Entre 18 heures et 21 heures. Réponse B. Entre 23 heures et 2 heures. Réponse C. Alors, je vais vous rappeler les deux périodes les plus critiques pour la somnolence, donc la perte de vigilance aussi en l'occurrence. Là où c'est le plus risqué, c'est entre 5 heures du matin et 8 heures. Et puis, là où c'est risqué aussi, c'est de 14 heures jusqu'à 17 heures. D'accord? Voilà. Ça, c'est les deux créneaux à retenir. Donc, en général, le niveau de vigilance, désolé pour la faute, je la corrigerai, c'est le niveau de vigilance est meilleur entre 18 heures et 21 heures. Parce qu'entre midi et 15 heures, vous voyez, on tombe un peu dans le créneau où c'est pas bon du tout. Donc, le meilleur, c'est entre 18 heures et 21 heures. Parce qu'on a vu que après manger, c'est là où c'est compliqué. Et puis, plus on approche de la nuit, et dans la nuit, c'est aussi plus dangereux. Donc là, c'est entre 18 heures et 21 heures. Réponse B. Question 34. En cas d'accident, j'avertis les secours depuis mon téléphone portable en composant le 911. Oui, réponse A. Non, réponse B. En composant le 112. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc c'est un numéro européen qui est valable sur tous les téléphones.
C'est le 112. Donc, c'était réponse B et C. Question 35. En cas de choc, quel passager arrière est le mieux protégé? Le A, réponse A. Le B, réponse B. Les deux, réponse C. Alors, au niveau de leur ceinture de sécurité, on ne peut pas voir s'ils ont mis la ceinture de sécurité sur la photo. Par contre, on peut constater une chose, c'est qu'il y a une différence sur les appuis-têtes. Cette passagère-là a bien son appui-tête au niveau de sa tête. Par contre, lui, ça ne le protège pas du tout du cou du lapin. Vous avez vu, c'est pas au niveau de sa tête, au niveau de ses oreilles. Donc, lui, il est mal protégé. D'accord? Donc là, c'était réponse B. Question 36. C'est à moi de passer le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture en face est arrêtée. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la signalisation m'annonce une interdiction. Et moi, j'ai bien la flèche qui est rouge ici. Donc, quand j'ai la flèche qui est rouge, c'est comme si j'avais un petit peu mon feu qui est au rouge. Donc, je ne suis pas prioritaire. Quand c'est rond rouge avec la flèche rouge ici, je ne suis pas prioritaire. Donc, ce n'est pas à moi de passer le premier. Déjà, dans un premier temps, c'est réponse B. Est-ce que je m'engage parce qu'il est arrêté? Non. C'est pas parce qu'il s'est arrêté que je deviens prioritaire. Je dois le laisser redémarrer. À mon avis, c'est certainement arrêté parce que lui, il y avait déjà le véhicule qui était en train de traverser quand il est arrivé peut-être. Donc maintenant, il va redémarrer et s'engager. Donc le véhicule en face est arrêté, je m'engage, non, réponse D. Donc c'était réponse B et D. Question 37. Je veux quitter mon stationnement. Je peux mettre mon clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, comme je veux quitter mon stationnement, je dois toujours m'assurer de pouvoir le faire en toute sécurité. Donc je vais regarder si j'ai la place nécessaire pour pouvoir déboîter. Là, j'ai la place nécessaire, sinon il aurait fallu que je recule dans un premier temps peut-être avant de pouvoir sortir. Et je vais regarder s'il n'y a personne sur la chaussée ou quelqu'un d'autre qui va arriver ou qui va s'engager sur la route. Donc là, je vois qu'il n'y a personne qui va traverser devant moi ou qui va s'engager. Et dans mon rétroviseur, il n'y a personne non plus. Donc toutes les conditions sont réunies pour pouvoir m'engager. Donc je vais pouvoir mettre mon clignotant. Et évidemment, je mets mon clignotant avant de m'engager. C'est d'abord le clignotant. Donc réponse A. Question 38. Le stop and start permet de moins consommer. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins polluer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le stop and start, en effet, c'est l'intérêt, c'est que ça permet de moins consommer et donc de moins polluer. Pourquoi? Parce que dès que vous allez vous arrêter, immobiliser votre véhicule, parce que vous êtes au point mort ou si c'est une voiture automatique, parce que vous maintenez votre pied sur le frein, le moteur va se mettre en veille. Ça veut dire qu'il va s'arrêter et il est prêt à redémarrer dès que vous allez renclencher une vitesse sur une boîte manuelle ou dès que vous allez lâcher le frein sur une boîte automatique. D'accord? Pendant ce temps-là, vous consommez pas de carburant, donc vous ne polluez pas non plus. Donc c'était réponse A et C. Question 39. Pour activer les feux de brouillard arrière, j'appuie sur le bouton. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, il faut savoir que quand ça éclaire vers le bas, c'est pour que ça éclaire à ras du sol, pour ne pas éblouir ceux de devant. Donc, c'est la réponse A, c'est pour l'avant. Quand c'est horizontal, comme ici, c'est pour que je sois vu de loin par ceux de derrière, d'accord? Donc, pas vers le bas, mais au loin. C'est un moyen mémotechnique de retenir. Donc là, on me demande pour activer le feu de brouillard arrière. Bah, du coup, je vais appuyer sur la réponse B. Alors, n'oubliez pas, j'avais dit que je vous annoncerais quelque chose. Je vous le dirai à la fin de la 40e question. Comme ça, j'aurai le temps un petit peu de vous expliquer ce que c'est. Donc, on fait la question 40 et je vous explique quelle est la petite surprise. Question 40. Je me suis trompé de direction. Je retourne dans la voie principale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il faut savoir que quand on est engagé dans une voie de stockage ou une voie de décélération, on ne doit plus en ressortir. C'est trop dangereux. En plus, là, il y a du monde derrière. Alors là, la question ne se pose même pas. Je ne retourne pas sur la route principale. Donc là, c'était la réponse B. Alors la petite surprise, c'est que vous étiez très nombreux à me demander des lives de manière à ce que je prenne du temps pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis vous aider, puis en même temps c'est plus sympa. Donc j'ai mis en place des sessions de live. Mais je veux que des personnes super motivées pour mes lives. Je veux pas n'importe qui. Donc, je vais les faire en mode privé. Alors, comment ça va fonctionner? C'est-à-dire que là, je vais vous laisser un petit lien en dessous de cette vidéo pour vous inscrire par mail. Comme ça, en plus, vous les louperez pas. Donc, je vous enverrai un mail pour vous donner le lien du live et l'heure. À quelle heure on se donnera rendez-vous pour faire un live ensemble. J'en profiterai même pour vous envoyer des petits mails avec des petites astuces, des conseils ou des nouvelles réglementations. Et vous aurez aussi l'occasion de me demander qu'est-ce que vous voudriez qu'on travaille le plus dans le live suivant. Donc, je vous laisse un lien où vous allez vous inscrire pour une newsletter et pour justement les lives. Ça sera donc des lives privés où je prendrai vraiment le temps avec vous de pouvoir répondre à vos questions.